Bon, bien, merci tout le monde d'être venu. 4 octobre, en fait, c'est le 60e anniversaire du Sputnik lancé en URSS. Non, c'est pas vrai. C'est aussi un autre anniversaire, 1847, en fait. Ça s'ouvre, en fait, le 170e anniversaire de la publication du manifeste du Parti communiste rédigé par Karl Marx et Frédéric Engels en 1847, puis publié par la suite en 1848. Donc, le manifeste, en fait, c'est vraiment devenu un œuvre majeure au sein du mouvement ouvrier. Puis on peut certainement en fait dire qu'il y a deux périodes en fait qui sont relatives au manifeste du Parti communiste, un avant et un après la publication, parce qu'en fait le manifeste va vraiment avoir un impact majeur sur le mouvement ouvrier suivant sa publication. Donc à bien des égards en fait, le texte que Marx et Engels ont publié à l'époque s'avère encore pertinent aujourd'hui. Pour ceux en fait qui veulent comprendre dans quelle société on vit et comment on peut transformer la société. Puis à bien des égards aussi, les phénomènes en fait et les tendances que Marx et Engels ont expliquées dans ce petit pamphlet se sont concrétisées de nos jours en fait. Alors qu'à cette époque-là, c'était seulement des tendances en fait qu'ils percevaient. Donc, beaucoup d'étudiants aujourd'hui et de travailleurs aussi prennent de plus en plus conscience que la société actuellement est un peu dans un cul-de-sac, autant au niveau économique qu'au niveau politique. Puis, les gens cherchent en fait des idées alternatives pour remplacer le système capitaliste. Puis, le manifeste, en fait, peut offrir des thèses vraiment pertinentes pour tous ceux qui veulent transformer la société dans laquelle on vit. Mais juste avant un peu d'approfondir les idées qui sont présentes dans le manifeste, je pense que c'est important un peu de revenir sur le contexte dans lequel ce livre a été publié. Donc Lénine a dit en 1917 que la classe dominante, en fait, les grands penseurs de la classe dominante, avaient fait de Marx un peu une icône inoffensive, en dépouillant en fait toute sa doctrine des thèses révolutionnaires qu'elle contenait. Et on peut dire que c'est encore une analyse qui est pertinente aujourd'hui, dans la mesure où, depuis la crise de 2008, beaucoup d'économistes et d'intellectuels honnêtes, en fait, constatent que les thèses économiques que Marx a rédigées à son époque frappaient, en fait, par leur pertinence aujourd'hui, leur capacité à entrevoir les phénomènes de crise qui reviennent périodiquement sous le capitalisme. Mais en fait, ces économistes et ces intellectuels de la classe dominante vont dire qu'en fait, Marx avait seulement raison au niveau économique et nier en fait toute la pertinence de ces thèses révolutionnaires qu'il avait élaborées. Mais ils omettent que probablement que la thèse fondamentale en fait de Marx qu'il a défendue toute sa vie avec Frédéric Engels, c'est les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, mais ce qu'il importe en fait, c'est de le transformer. Et donc, en fait, Marx et Engels ont non seulement élaboré de la théorie révolutionnaire, qui ont contribué au développement des sciences sociales, évidemment, mais ils ont participé pendant une grande partie de leur vie à l'élaboration, à la construction d'une organisation révolutionnaire pour justement effectuer le changement qu'ils théorisaient quotidiennement, en fait, à leur époque. Et le manifeste du Parti communiste, en fait, ça se trouve à être le document officiel et fondateur, si on veut, un peu le programme de cette organisation que Marx et Engels construisaient, qui s'appelait à l'époque la Ligue des communistes. Et donc, c'est une organisation essentiellement au sein de laquelle Marx et Engels ont joué un rôle de premier plan, évidemment, en raison, entre autres, de la pertinence de leurs idées. Et donc aujourd'hui, ce livre-là, le manifeste du Parti communiste, arrive à 170 ans, mais beaucoup de gens vont se souvenir, en fait, que les idées qui sont à l'intérieur, ces principales thèses, sont vieillies, sont dépassées, puis que le marxisme, en fait, ne permet pas de bien saisir la société dans laquelle on vit actuellement. On pourrait se demander, est-ce que ces gens-là, en fait, ont raison de soutenir ce que moi je dirais qui est, en fait, des vraies âneries. Pour voir, en fait, si les thèses de Marx sont encore pertinentes, il faut regarder c'est quoi la situation actuelle dans laquelle on est confronté. Et si on se réfère au texte de Marx et Engels, en fait, il débute vraiment de façon virulente en disant l'histoire jusqu'à nos jours de toutes les sociétés n'a été que l'histoire de la lutte de classe. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, c'est clair, pour Marx et Engels, la lutte de classe, ça se trouve à être en fait la force motrice de l'histoire. C'est la force qui fait tourner la roue de l'histoire, qui est à l'origine des grandes transformations qu'on va observer dans nos sociétés, autant
de bouleversement d'organisations économiques, des institutions politiques qu'on trouve. Et disons, maintenant qu'on connaît en fait l'origine de cette force motrice qui bouleverse, qui vient chambarder la société, on peut se demander aujourd'hui, à notre époque, est-ce qu'on retrouve encore cette lutte de classe qui est le moteur de tous les changements profonds qu'on a aperçus jusqu'à maintenant dans l'histoire. Donc Marx et Engels ont vécu au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, puis, disons, parallèlement à cette conception d'histoire qu'ils ont élaborée, ils percevaient de plus en plus, en fait, ils étaient extrêmement influencés par les événements qui se déroulaient autour d'eux, puis ils percevaient les horreurs, mais aussi, disons, les bénéfices qui avaient amené le capitalisme jusqu'à l'époque. Et donc, ils vont vivre en Angleterre pour la plus grande partie de leur vie, et ils vont voir vraiment l'effervescence, en fait, des grandes industries et de la classe ouvrière moderne. Et ce qu'ils constatent, en fait, c'est qu'il se met en place dans cette société capitaliste une véritable polarisation dans la société en disant deux classes fondamentalement antagonistes. D'un côté, on observe la création du prolétariat, de la classe ouvrière, et de l'autre côté, la bourgeoisie. Donc, qu'est-ce que c'est le prolétariat pour Marx et Engels? Le prolétariat, c'est avant tout les travailleurs, la classe ouvrière, qui finalement ne possèdent pas d'outils considérables, d'infrastructures ou de capitaux capables de produire des biens puis de les échanger pour vivre, en fait. Mais tout ce qu'ils ont, c'est leur capacité à travailler, et ils vont échanger, en fait, cette capacité à travailler-là, cette force de travail, contre un salaire. C'est ce qui est le prolétariat pour eux, et on va retrouver à l'opposé de ça la bourgeoisie. Les bourgeois, ce sont essentiellement les grands patrons, ceux qui possèdent les grandes entreprises, les principaux investisseurs, détenteurs du capital financier, des grandes banques, donc, etc. Donc on voit bien en fait la dichotomie que Marx et Engels vont dresser au niveau de la société capitaliste. Mais encore aujourd'hui, en fait, on peut se demander est-ce que cette vision du capitalisme est encore pertinente? Est-ce que c'est vrai qu'on observe encore une telle polarisation au niveau des classes sociales dans la société? Je pense en fait qu'aujourd'hui, cette thèse en fait, de Marx et Engels s'est avérée vraiment confirmée dans la mesure où, si on revient à la conception qu'il présente dans le manifeste comme étant les travailleurs qui vendent leur force. Excusez-moi 2 secondes. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, mais évidemment, ce que Marx et Engels disent, ils constatent qu'il y a une polarisation entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une couche intermédiaire qui se situe entre les deux. Et aujourd'hui encore, on conçoit bien évidemment qu'il n'y a pas de division absolue dans la société entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. Tout au contraire, en fait, il y a une certaine classe intermédiaire, mais ce qu'on constate, c'est que cette classe intermédiaire tend de plus en plus à être catapultée, en fait, dans ce qui est le prolétariat. Particulièrement, en fait, depuis la grande crise économique de 2008 qu'on a vécue, disons, les gens qui constituent cette classe moyenne-là, qui plusieurs sont les propriétaires de petites et moyennes entreprises, entre autres, eh bien, ces petites et moyennes entreprises sont vraiment heurtées durement par la crise économique de 2008 et même, en fait, sont vraiment heurtées durement par la concentration qui s'accentue des entreprises, puis la pression, en fait, que les institutions bancaires vont exercer sur eux. Puis, en fait, le magazine The Economist publiait en 2016 des chiffres assez troublants sur justement cette disparition de cette classe moyenne-là et de la concentration de la richesse, dans la mesure où aux États-Unis, le nombre de fusions et d'acquisitions d'entreprises a doublé depuis les années 2000. On voit aussi en fait une extrême concentration du capital bancaire, si bien que les 5 plus grandes banques aux États-Unis possèdent 45% des actifs bancaires, ce qui est une hausse de 20% par rapport à l'an 2000, alors que les 5 plus grandes banques possédaient 25% des actifs financiers.
Au niveau de l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, non seulement a stagné, mais a diminué radicalement depuis la crise de 2008, si bien que la création d'entreprises est à son plus bas niveau depuis la fin des années 70. Donc, on s'est fait souvent dire, en fait, que la majorité de la population aujourd'hui, on fait partie de la classe moyenne. Mais avec la crise de 2008, ce qu'on constate, c'est que c'est une illusion qui commence à se dissiper, alors que la classe moyenne, dans les faits, elle s'effrite littéralement. De plus en plus de gens, en fait, commencent à prendre conscience qu'ils ne font pas partie de la classe moyenne, qui en fait est un terme qui sert un peu de fourre-tout, puis qui n'explique absolument rien sur les individus qui la composent. Mais de plus en plus de gens, en fait, prennent conscience qu'ils font partie de la classe ouvrière. Il y a un sondage qui a été réalisé en Grande-Bretagne l'année passée, où est-ce qu'en fait, 63% des répondants considéraient qu'ils faisaient partie non pas de la classe moyenne, mais de la classe ouvrière. Et ce, malgré en fait que seulement 25% d'entre eux occupaient un travail manuel et plutôt routinier dans une grande usine, par exemple. Et ça vient un peu démentir justement le stéréotype que plusieurs gens ont dans la société, selon quoi un travailleur, c'est quelqu'un qui travaille essentiellement dans une usine, puis que ses outils de travail, c'est un marteau puis un tournevis. Non, c'est une conception assez vulgaire de ce qu'est la classe ouvrière aujourd'hui. Évidemment, c'est ce qu'était la classe ouvrière en majorité à l'époque de Marx, mais la classe ouvrière, tout comme le capitalisme, elle a évolué depuis ces années-là. Mais force est de constater que ceux qui sont devenus aujourd'hui des commis d'épicerie, les travailleurs des services, les éducateurs et les éducatrices de CPE, les employés de cafétéria dans les grandes universités, c'est tous des gens en fait qui font partie de la classe ouvrière. Ils ont peut-être remplacé les ouvriers d'usine, mais disons, ils n'ont pas pour autant changé fondamentalement ce qu'est un travailleur ou une travailleuse. Pourtant, malgré ce fait-là, beaucoup de grands professeurs dans les universités vont dire que la classe ouvrière, en fait, c'est quelque chose qui n'existe plus, c'est un terme démodé qui est proscrit des grands discours. Mais ces gens-là, en fait, lancent des grandes idées comme ça, sans prendre conscience, en fait, qu'ils sont dans une institution qui a été bâtie par des travailleurs et des travailleuses, que la classe dans laquelle ils enseignent, le plancher a été lavé par des travailleurs et des travailleuses, que leurs étudiants vont s'alimenter à la cafétéria, ou est-ce que c'est encore une fois la classe ouvrière qui travaille, puis que l'énergie qui sert à alimenter l'institution scolaire, elle est produite par des travailleurs et des travailleuses ultimes. Et donc, en fait, ils ne se rendent jamais compte que la classe ouvrière existe, tant et aussi longtemps, en fait, que celle-là ne va pas rentrer dans l'action. Et là, ils vont commencer à se rendre compte, lors des grandes grèves, lors des conflits de travail, que lorsque les travailleurs et les travailleuses, en fait, paralysent l'économie et littéralement paralysent la société, en fait, que la classe ouvrière existe dans les faits, soudainement, comme si elle émanait de nulle part. Mais non, en fait, elle a toujours existé, mais ils étaient juste trop aveugles pour s'en rendre compte. Donc, en fait, on le voit dans chaque grève que la classe ouvrière, elle existe, puis qu'elle a un potentiel vraiment important de la force pour paralyser la société, puis de changer, en fait, la société dans laquelle on évolue. Cette force, on l'a vu, entre autres, au Québec, en mai dernier, lorsque les travailleurs de la construction sont rentrés en grève. Ils avaient tellement un pouvoir important au niveau économique que c'était littéralement des millions que le patronat puis le gouvernement perdaient à chaque jour en raison de cette grève des travailleurs. Si bien qu'on savait déjà tous, dès le début, que le gouvernement allait passer une loi spéciale pour forcer le retour en grève, le retour au travail, puisque justement la grève était vraiment néfaste pour eux en raison de la force de la classe ouvrière. Donc, à bien des égards, en fait, aujourd'hui, les salariés constituent la majorité de la population. Et comme le soulignait Marx et Engels dans le manifeste, eh bien, ils constituent véritablement la force dans la société capable de renverser le système actuel, puis de changer les choses, d'établir une société beaucoup plus humaine, si on veut, sur les bases du socialisme. Et donc, une autre idée du manifeste, en fait, que Marx et Engels abordent, ce qu'ils expliquent, c'est qu'à mesure que se développe le capitalisme, la classe ouvrière se voit de plus en plus appauvrie. Je pense qu'on doit se demander, en fait, est-ce que c'est une idée qui fait encore du sens aujourd'hui? Et pour ce faire, en fait, on doit regarder un peu c'est quoi les quelques statistiques, en fait. Donc,
Oxfam, en fait, qui n'est pas une organisation révolutionnaire, loin de là. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez me le dire, parce que je ne savais pas. Mais il publie un rapport intitulé Une économie au service du 1% l'année dernière, en janvier 2016, qui disait que 62 personnes, les 62 personnes les plus fortunées de la Terre, possédaient autant de richesses que 3,5 milliards des individus les plus pauvres. Donc, 62 personnes possèdent autant que 3,5 milliards d'individus sur la Terre. Un an plus tard, en janvier 2017, il y a un autre rapport qui a été sorti qui soulignait en fait que maintenant, c'est 8 personnes qui possèdent autant que 3,5 milliards d'individus les plus pauvres sur la Terre. C'est vraiment un fossé, je ris, mais c'est pas drôle. C'est vraiment un fossé immense qui sépare les deux groupes. Puis ça atteste vraiment en fait qu'il y a une polarisation sans précédent au niveau de la distribution de la richesse dans la société. Puis on voit en fait qu'il y a un accroissement des inégalités. Mais pour plusieurs, certainement, pourraient me dire « Ah, mais évidemment, ça s'applique juste aux pays du tiers-monde. Ici, par exemple, au Canada, la situation est quand même relativement meilleure. » Mais la réalité, c'est que les inégalités dans les 30 dernières années, ils n'ont pas seulement augmenté dans les pays du tiers-monde, mais en grande partie, en fait, ils ont augmenté de façon significative dans les pays de l'OCDE. Et autant que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, même les pays qu'on nous présente souvent comme des modèles, les fameux modèles scandinaves, même comme la Suède et le Danemark, en fait, ont été touchés de manière importante par cet accroissement des inégalités. Donc, dans la période d'après-guerre, à partir des années 1940 jusqu'aux années 1970, qu'on appelle des fois aussi les 30 glorieuses, c'était une situation, disons, de plein emploi, où est-ce qu'il y a eu une augmentation significative des niveaux de vie, puis la mise en place d'un État-providence, disons, relativement assez efficace. Et à ce moment-là, en fait, la lutte des classes pouvait sembler être quelque chose qui s'était atténué, même, on aurait pu dire, quelque chose relégué au passé. Mais pourtant, en fait, disons, cette période de prospérité économique-là, elle s'est faite, en fait, elle ne s'est pas faite de manière pas non violente, mais disons, elle a été vraiment enfantée dans la douleur, en fait. C'est vraiment en raison de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, puis de la destruction massive de l'économie européenne, puis du ravage, en fait, que la guerre a causé, que le capitalisme européen et américain, entre autres, ont dû réinvestir massivement dans la production, ce qui a, pour reconstruire l'économie, reconstruire les infrastructures, ce qui a permis justement de stimuler l'économie puis d'assurer le plein emploi, puis quelques réformes. Puis évidemment, ces réformes et ces concessions qui ont été octroyées au mouvement ouvrier pendant ces années de prospérité étaient aussi prendre en considération en raison de la menace communiste qui pesait sur l'Europe, en raison de la présence de l'URSS. Donc les patrons, évidemment, étaient plus enclins à consentir des réformes puis des concessions lorsque, de un, ils font des profits faramineux en raison de la prospérité économique, mais aussi de deux, en raison de la menace communiste qui pèse sur le mouvement ouvrier. Donc, cette période de prospérité, en fait, aujourd'hui, elle est vraiment bel et bien révolue. Particulièrement depuis la crise économique de 2008. Et puis, on le voit de toute façon depuis déjà le début des années 80, dans la mesure où la privatisation des services publics, mais aussi les mesures d'austérité sont de plus en plus à l'ordre du jour. Et en fait, la première ligne qui va écoper de ces mesures d'austérité-là, c'est la classe ouvrière. Et à tel point que finalement, les phrases et les idées qui sont présentes dans le manifeste saisissent par leur justesse en ce qui a trait à la paupérisation, l'appauvrissement de la classe ouvrière. Et donc le Canada, ça n'est pas épargné en fait par ce phénomène d'austérité, puis de contre-réforme, puis d'accroissement des inégalités sociales. Dans les faits, depuis la fin des années 70, les salaires au Canada ont littéralement stagné. Et c'est pas une organisation révolutionnaire qui le dit, en fait, c'est Statistique Canada. Puis c'est des statistiques qui sont reprises par le gouvernement Trudeau, donc j'imagine qu'ils n'utiliseraient pas des statistiques qui sont trop dangereux pour eux. Mais la réalité, c'est ça. C'est que si on prend en compte l'inflation, le salaire minimum, entre autres, a stagné littéralement depuis les années 70. Pourtant, la productivité du travail au Canada
entre 1975 et 2005 a augmenté de 51%. Mais ce n'est pas la classe ouvrière qui a eu, disons, les retombées de cette création de richesse liée à la productivité, mais au contraire, c'est littéralement les profits des grandes compagnies qui ont augmenté de façon faramineuse. Entre autres, à un tel point que la réalité, c'est, encore une fois, aujourd'hui, les 2 Canadiens les plus riches possèdent autant que les 11 millions de Canadiens les plus pauvres actuellement. Donc voilà ce à quoi nous mène le capitalisme, donc vraiment un accroissement des inégalités sans précédent. Donc en fait, ça confirme bel et bien qu'on vit dans une situation où est-ce que on voit en fait la concentration de la richesse à un opposé et de l'autre côté, littéralement, un nivellement vers le bas de tous les revenus de la classe ouvrière. Un autre point intéressant, en fait, que Marx et Engels ont souligné dans le manifeste, c'est en ce qui a trait justement à la question du marché mondial et au phénomène, en fait, qui fait que le capitalisme s'étend de plus en plus à l'échelle du globe. Et aujourd'hui, la mondialisation, si vous suivez un peu dans les médias, est souvent présentée comme un phénomène assez nouveau, en fait. Une nouvelle réalité, finalement, à laquelle on devrait tous s'adapter. Mais déjà, en 1847, Marx et Engels disons, dressaient les principales tendances de ce phénomène de la mondialisation. Puis, ils expliquaient en fait que les grandes entreprises étaient de plus en plus amenées à avoir une base non plus nationale, mais mondiale, étendue dans plusieurs pays. Ça va être une prédiction remarquable dans la mesure où, à l'époque, il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de Microsoft, il n'y avait pas de Apple ou de Facebook, donc Monsanto, de toutes ces grandes entreprises multinationales qu'on a aujourd'hui qui en fait témoignent de la justesse des prédictions économiques de Marx et Engels. Mais en donnant un caractère mondial à la production, à l'économie capitaliste, le capitalisme a aussi étendu, disons, le prolétariat à l'ensemble de la planète. Si bien qu'aujourd'hui, dans tous les pays, il y a une classe ouvrière qui existe et qui a un potentiel révolutionnaire. Lorsqu'ils disent, en fait, dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels disent « les ouvriers n'ont pas de patrie » ou « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », en fait, c'est pas juste des beaux slogans ou des belles figures de style pour peaufiner le texte, mais ça exprime vraiment une nécessité au sein du mouvement ouvrier aujourd'hui. Donc, l'économie capitaliste, dans les faits, a vraiment été unifiée. Tous les pays, en fait, aujourd'hui, sont dépendants du commerce international, si bien qu'une révolution socialiste dans un pays qui se limiterait, en fait, seulement aux frontières d'un pays, ça se verrait vraiment confrontée, en fait, à s'exporter, sinon, elle ne pourrait pas, disons, assurer non seulement sa sécurité, mais aussi assurer les acquis qui ont été réalisés grâce à la révolution socialiste pour la classe ouvrière. Donc toutes les réformes en fait qui augmenteraient disons, le niveau de vie de la classe ouvrière. Et évidemment, l'attitude des capitalistes à l'égard d'une révolution socialiste victorieuse dans un pays, ce serait évidemment par tous les moyens, de l'étouffer, en fait, et de l'empêcher d'avoir des résultats aussi bons et même meilleurs que l'économie capitaliste. Et ils vont faire pression par tous les moyens possibles, entre autres par le blocus économique, pour, en fait, vraiment suffoquer le pays socialiste. Et on a un exemple vraiment pertinent dans l'histoire moderne, avec Cuba, en fait, qui a réalisé sa révolution et qui, au lendemain de sa révolution, s'est vu imposer des blocus économiques par la plupart des pays capitalistes, si bien, en fait, que la révolution s'est vraiment trouvée, dans les faits, étranglée à bien des égards au niveau économique. Et si vous allez à Cuba aujourd'hui, vous allez encore voir qu'il y a encore des chars des années 1950. En fait, c'est les seuls chars qu'il y a. C'est le résultat de ce blocus économique-là exercé par le capitalisme. Donc, évidemment, c'est impossible que la révolution socialiste, elle éclate dans tous les pays du monde, vraiment de manière simultanée. Mais on peut facilement imaginer une situation où est-ce qu'en fait, une situation révolutionnaire dans un pays entraîne des répercussions dans d'autres pays et crée d'autres mouvements révolutionnaires ailleurs. Si bien que la révolution, dans les faits, se voit exporter. Et c'est ce qu'on a vu, qu'on a pu constater, entre autres, en 2011, lors du printemps arabe, où est-ce que finalement, c'est une révolution en Tunisie qui, par la suite, en quelques semaines, s'est propagée dans toute la région. Et finalement, c'est le monde arabe qui était littéralement en ébullition. Eh bien,
c'est ce qu'on peut espérer au niveau des révolutions aujourd'hui. Mais la question de l'unité des travailleurs, en fait, sur les bases internationales, ce n'est pas la seule, ce n'est évidemment pas le seul programme des communistes. On lutte non seulement contre le nationalisme, contre ce qui divise la classe ouvrière sur les termes de la nation, mais aussi on lutte contre toutes les formes d'oppression en fait qui va diviser la classe ouvrière, que ce soit le racisme, le sexisme, la division sur l'oppression sur la base de la religion, etc. Si bien que lorsque Marx et Engels disent dans le manifeste « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », ça fait tout son sens et c'est vraiment prolétaires de tous les pays, au-delà de vos distinctions de religion, au-delà de vos distinctions de langue, de tout ce qui vous divise, unissez-vous en fait contre un ennemi commun, le capitalisme. Et ce n'est pas en fait le mouvement ouvrier qui profite de ces divisions sous des lignes oppressives, mais dans les faits c'est vraiment la classe capitaliste en fait qui se voit renforcée à chaque moment que le mouvement ouvrier est divisé sur des lignes racistes, sexistes ou nationalistes. Et donc, ce qui est clair, c'est que en raison de sa position dans la production de la société, le prolétariat a une certaine prépondérance à la solidarité, disons, naturellement. C'est pas quelque chose, je peux le consentir, qui est toujours évident à voir, même que des fois, dans des périodes un peu de découragement, on peut se dire « Ah, ils ne sont pas solidaires, les travailleurs, ou quoi que ce soit », mais la réalité vient toujours nous rappeler que dans les faits, il y a une certaine solidarité au sein du mouvement ouvrier, et on le voit lors des grandes grèves, lors des conflits de travail, lors des grandes manifestations. Et il y a une certaine solidarité parce qu'en fait, l'unité, c'est la seule force que possède le mouvement ouvrier face au patron, en fait. Et c'est dans la lutte unie, dans une grève qui paralyse justement l'économie, qui paralyse la société, que la classe ouvrière peut renverser le système actuel et ériger le socialisme. Et lorsque Marx et Engels, dans le manifeste, parlent de l'idée que les travailleurs doivent prendre le pouvoir, il dit aussi qu'ils doivent abolir la propriété privée. En fait, cette propriété-là que les communistes veulent abolir, c'est pas la propriété personnelle, c'est pas, rassurez-vous, au lendemain d'une révolution, on va encore tout avoir nos meubles, on va encore avoir notre brosse à dents. C'est pas les biens personnels qu'on veut nationaliser, les biens qu'on a besoin quotidiennement pour vivre, mais c'est en fait les grands leviers de l'économie qui ont un impact significatif sur l'ensemble de la population, que ce soit les grandes entreprises et les grandes banques. Et aujourd'hui, la grande contradiction du capitalisme, en fait, c'est que la production, elle est socialisée, en fait. Elle est vraiment assurée par une multitude de gens. Si vous prenez un bien ou un service quelconque que vous consommez, il y a une multitude de gens, en fait, qui ont travaillé à la réalisation de ce bien-là, que ce soit par la recherche, par la conception, la construction, la fabrication ou même la distribution. Et donc, toute la production a un caractère social, mais à cela, l'appropriation de la richesse, en fait, qui émane de ça, elle a une base privée et elle est confinée, en fait, aux grandes entreprises qui, disons, produisent dans l'intérêt seulement du profit de leurs actionnaires. Et ce qui est vrai aussi pour une personne est vrai pour la communauté ensemble, c'est vrai aussi pour tous les pays. Tous les pays, en fait, sont dépendants les uns les autres. Si bien qu'un produit peut être produit dans un pays, puis vendu ailleurs et conçu dans un autre, si bien qu'on a une interdépendance en fait internationale. Et ce qu'on doit en fait, c'est certainement nationaliser les grandes industries, mais aussi planifier démocratiquement ce que nous produisons, dans le but non plus du profit, mais dans le but d'assurer les intérêts, disons, de la majorité de la population, entre autres de protéger l'environnement, de lutter contre l'exclusion sociale, etc., etc. Donc, pour réaliser cette tâche, en fait, on a la force du nombre, mais on a la force du nombre, mais ça ne suffit pas, en fait. Si on le voit dans les dernières années, on a vu des beaux mouvements, en fait, sociaux émaner de façon plus ou moins spontanée au cours des années. Et on sait en tant que marxiste en fait que la crise de 2008 et disons les répercussions qu'elle a encore aujourd'hui va amener des situations révolutionnaires dans différents pays.
Et évidemment, on ne peut pas, en tant que marxiste, prévoir la date d'une révolution. On ne peut pas prévoir au jour près, ni même à l'année près, quand est-ce qu'une révolution va arriver. Mais en fait, on sait qu'éventuellement, ces révolutions vont arriver en raison des contradictions du capitalisme et ils vont survenir, qu'on le veuille ou non, et qu'on soit là ou non en tant que marxiste. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que la spontanéité des révolutions, ce n'est pas néanmoins suffisant pour en assurer une finalité victorieuse. Et si les révolutions ne dépendent pas de nous, en fait, ce qu'on peut faire en tant que marxiste, c'est d'assurer la différence entre un échec de la révolution puis une révolution victorieuse capable de réaliser les premières tâches, en fait, vers le socialisme, d'orienter, en fait, le mouvement. Et pour ce faire, en fait, il faut certainement que les travailleurs et les travailleuses, la classe ouvrière, aient un programme qui leur permette justement d'unifier tous leurs membres, puis de gagner, en fait, un programme clair des tâches que les militants doivent réaliser pour le socialisme. Et en fait, ça correspond exactement à la conception de l'organisation que Marx et Engels présentent dans le manifeste du Parti communiste à la fin. Et puis, évidemment, aujourd'hui, dans la gauche, il y a encore une certaine... c'est encore un peu péjoratif de parler de la construction d'un parti, mais pourtant, c'est vraiment la nécessité à laquelle le mouvement ouvrier fait face, dans la mesure où la classe capitaliste est extrêmement bien organisée. Elle possède non seulement les grands médias, de grands partis bien fondés, elle possède aussi la force de répression qu'est l'armée, la police, lorsqu'elle a besoin de l'utiliser pour réprimer les mouvements de la classe ouvrière. Et donc, ce qu'il faut en tant que travailleurs et travailleuses, si on veut s'assurer la révolution victorieuse vers le socialisme, c'est certainement de se constituer de manière aussi bien organisée et aussi forte que l'est la classe capitaliste. Et pour ce faire, eh bien, on a certainement besoin de notre organisation révolutionnaire capable justement d'unifier tous ceux qui veulent lutter contre le capitalisme. Et le rapport d'Oxfam duquel je vous parlais il n'y a pas si longtemps, concluait en disant que si les inégalités sociales n'étaient pas palliées dans les prochaines années, qu'on allait certainement vivre des situations d'instabilité, une détérioration de la cohésion sociale. En d'autres mots, en termes marxistes, en fait, ce qu'ils disent, c'est que l'accroissement des inégalités dans les prochaines années va accentuer la lutte de classe. Littéralement, c'est plus simple à dire et c'est peut-être moins beau, mais c'est plus simple à dire. Et donc, tout porte à croire en fait que la lutte de classe va s'intensifier dans les prochaines années. Et ce qu'il faut, comme je vais le répéter encore, c'est de s'organiser. C'est ce qu'on essaie de faire à la riposte socialiste. On essaie de construire une organisation révolutionnaire qui va unir non seulement la jeunesse, mais aussi tous les travailleurs et les travailleuses qui veulent lutter pour le socialisme. Et évidemment, je vous invite à poursuivre la discussion avec nous. Je n'ai peut-être pas toujours été clair. Si vous voulez rajouter des trucs, clarifier des choses que j'ai dit, poser des questions, surtout n'hésitez pas. Puis je vous invite à participer à nos futurs événements. Puis éventuellement, si vous êtes vraiment intéressé, à vous impliquer avec nous. Donc, merci.